Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous y retrouver. On va répondre à une question qui revient assez souvent. Dans les dernières vidéos, et notamment il y avait des vidéos que j'avais déjà faites il y a un an, dans l'après-Covid, le monde, on va dire, où potentiellement l'inflation peut revenir, où les taux longs peuvent remonter. Dans ce monde-là, donc, on favoriserait plutôt un cycle et un retour sur des valeurs value, donc qui cotent en dessous de leurs fonds propres et qui ont une capacité, on va dire, un pricing power, c'est-à-dire une capacité à pouvoir exposer leur clientèle sans baisser leur marge à une augmentation de leurs tarifs, une augmentation des matières premières, etc. et le répercuter donc sur leur prix. Une fois qu'on a dit ça, on dit ok, c'est super, donc on se prépare, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, c'est quelque chose où voilà, peut-être on a la première étape qui se met en place là, mais ça peut mettre encore pas mal de temps à vraiment devenir un momentum, hein, c'est un petit peu le diesel qui se met en marche. Et ce qu'il faut se dire donc, c'est ne pas se précipiter d'un premier accord. Et d'un deuxième accord, la question qui revient assez souvent, c'est ok Julien, très bien, favoriser la value par rapport aux valeurs de croissance, mais si on regarde historiquement, c'est pas la première fois en effet qu'on a ce type de rotation de cycle, et la bourse de toute façon n'est que rotation, on échange en permanence. Mais historiquement, ce que l'on constate, c'est que quand la performance que l'on récupère d'un investissement sur des valeurs de croissance par rapport à des valeurs value, eh ben, les valeurs de croissance sont bien supérieures. Donc finalement, même si on a une rotation sectorielle, très bien, mais je vais peut-être continuer d'un point de vue très long terme à favoriser mes valeurs value, puisque tout simplement, historiquement parlant, on constate que oui, il peut y avoir une surperformance pendant un laps de temps de la value par rapport à la croissance, mais sur une perspective plus long terme. Et si en plus j'investis via tracker, et comme ces dernières années, grâce au taux bas justement, on a maximisé le momentum et l'investissement sur les valeurs de croissance, ce qui fait qu'elles sont omniprésentes dans les trackers indiciels, et donc je vais continuer à favoriser ça. Ce qui, évidemment, d'un point de vue moyen terme, si on pense à quelques mois, quelques années, on peut se dire qu'on a atteint de tels niveaux sur les valeurs de croissance que le potentiel restant de gain, le rendement qu'on peut récupérer est très certainement minime. Et donc, on peut avoir ce qu'on avait eu également entre les années 2000 et 2010, c'est-à-dire quelque chose de très flat, quelque chose de très plat, avec peu de rendement. Et comme on a des valeurs indicielles et des trackers, donc, qui sont gavés de ces valeurs de croissance, potentiellement, on peut avoir une réplication d'un rendement qui est pouillemesque. Et donc, c'est là où on a l'avènement un petit peu des gérants, du stock picking, de la sélection d'actions et d'un retour éventuellement vers la value. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo il y a un an, voire il y a 2 ans, sur le fait que voilà, les gérants ne sont pas morts et ils auront quelque part leur revanche avec notamment leur capacité de sélectionner un certain nombre de titres. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, très bien, mais ce que l'on voit historiquement parlant, c'est que quand même, quand on investit dans la croissance, même s'il y a des cycles value pendant un laps de temps, c'est nettement plus performant. Donc à la limite, je suis prêt à accepter une sous-performance pendant X mois, voire quelques années, parce que à très long terme, ce que je vois, c'est que j'ai une surperformance inégalable et que value n'arrive pas à la cheville. Et alors la réflexion qu'il faut se faire, c'est pourquoi ? Est-ce que réellement les valeurs de croissance sont meilleures ? Dans un monde de taux bas donc, que l'on connaît maintenant depuis plusieurs décennies, oui, à partir du moment où on essaye d'actualiser les profits futurs en fonction d'un taux sans risque, et on sait que plus les taux sont bas, plus le taux sans risque s'approche de zéro, et donc plus la valorisation acceptable que l'on peut prendre en compte sur une valeur de croissance est quasiment infinie. C'est pour ça que autant on pouvait juger d'une valeur de croissance chère étant un PER de 30, autant dans un monde où on arrive sur des taux négatifs, on peut juger éventuellement que c'est la normalité, c'est le PER de 50 ou de 60. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, puisque évidemment, plus les valeurs montent et plus on a tout un tas de gourous qui nous expliquent évidemment que c'est la bulle et que ça va exploser et que c'est survalorisé, ce qui est vrai. Mais en soi, ça ne donne absolument pas le timing, et le fait que si les taux continuent à baisser, et les banques centrales, à titre, ce que l'on voit, c'est que les banques centrales feront tout. Est-ce qu'elles continueront à avoir la confiance du marché et donc à réussir à maintenir? Ça, c'est une autre question. Mais pour l'instant, elles font tout pour maintenir les taux bas, donc
dans cette équation-là, les valeurs de croissance sont encore à privilégier dans un monde où les taux bas peuvent encore baisser, surtout aux US, et peuvent surtout encore devenir négatifs, comme on le voit déjà en Europe. Donc ça, c'est pas à négliger. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte donc, pour répondre à cette question, pourquoi les valeurs de croissance surperforment très largement les valeurs de value, c'est assez simple. Les personnes qui achètent des valeurs de value, donc, elles achètent les valeurs parce qu'elles cotent en dessous des capitaux propres, des ventes, de l'entreprise, de la valeur de l'entreprise, donc par rapport à son EBIT, à son EBITDA. Il y a plusieurs façons évidemment de mesurer la valorisation d'une société, mais en gros, l'idée c'est qu'on va acheter une société pour moins cher sur le marché que ce que l'on pense que la somme de ses actifs vaut. Et ces investisseurs, quand est-ce qu'ils considèrent qu'ils doivent vendre l'action ? Ils considèrent qu'ils doivent vendre l'action quand le marché a tout simplement pricé, quand le marché s'est remis à pricer les actifs du groupe. Donc en gros, on a des personnes qui achètent moins cher que la valeur réelle de la boîte, en tout cas ce qu'elles pensent, et qui vont la revendre quand ils jugent en effet que le marché a repris, a revalorisé la boîte à sa valeur ou un petit peu au-dessus, leur donnant une prime. Et donc, en fait, ça donne quoi? Et quand on regarde l'investisseur dans la croissance, qu'est-ce qu'il achète? Il n'achète pas la valorisation de la boîte, puisque la valorisation, d'une manière, de toute façon, surtout si c'est dans les technologies d'information, etc., je veux dire, il n'y a quasiment pas d'actifs. Donc, on ne peut pas valoriser la boîte sur ses actifs. On valorise la boîte, donc, sur sa croissance à venir, sa croissance future, et donc ses profits. Donc, c'est pour ça qu'on se met à valoriser 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans éventuellement de profits futurs, voire pour certaines boîtes, actuellement on est au-delà des 10 ans, ce qui peut paraître complètement énorme, mais encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que la musique s'arrête dans un monde de taux bas qui potentiellement peuvent encore continuer de baisser. Et ça c'est vraiment important d'appuyer dessus. Mais du coup, la personne qui investit dans une valeur de croissance, donc c'est parce qu'elle croit à sa croissance future, quand est-ce qu'elle vend ? Elle vend quand la société arrête de croître finalement. Elle vend quand la croissance est mature, quand il n'y a plus vraiment de perspective ou que la boîte se prend les pieds dans le tapis et commence justement à décroître. Donc, mais entre-temps, quelque part, donc du coup, on voit bien qu'une société qui croît comme ça, on peut la valoriser et on peut la conserver très longtemps. Et c'est pour ça également qu'on va conserver ces actions-là. Et ces actions-là ont une marge d'appréciation qui est bien plus importante que la marge d'appréciation des valeurs value. Et le marché, quand il va décider de vendre, en fait, il décide de vendre quand vraiment on a un renversement de vapeur et un renversement de la croissance de ces boîtes-là et une perte de confiance. Et ça met du temps à venir et c'est des cycles qui peuvent être très longs. A contrario, comme on l'a vu, l'investisseur value, lui, il va vendre dès qu'il considère que le marché a revalorisé sa boîte au niveau dont il avait fait ses calculs. Donc, d'une manière inhérente et mathématique, les objectifs de ces deux investisseurs qui achètent de la croissance future ou de la value, on constate que pourquoi il y a une telle différence de performance, c'est également et essentiellement, ce que je pense pour ma part, dans la réflexion justement sur quand est-ce que je vends. D'un côté, on a l'investisseur dans la croissance qui n'a pas d'objectif. Lui, il vend juste quand ça commence à tourner mal. Donc, potentiellement, il peut conserver et il est dans une stratégie « je suis la tendance ». Et cette tendance-là, elle peut devenir exponentielle, justement, et c'est là qu'on fait les plus beaux gains et les plus rapidement possible. Et c'est là où on survalorise et potentiellement on finit en bulle. Mais ça, voilà, comme j'ai dit, c'est quand la musique s'arrête qu'on le sait réellement. Tant que la musique joue, on peut s'en soucier, mais on ne sait pas réellement quand ça va s'arrêter. Dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, on n'en sait rien. Et l'autre investisseur, quelque part, lui, il met une limite à sa vente. C'est-à-dire qu'il vend sur objectif qui est la revalorisation de sa boîte. Donc d'une manière mathématique, il ne peut pas battre l'investisseur sur la croissance. Il va le battre et le surperformer, bien entendu, quand on a des changements de cycle, des changements de paradigme sur X années. Et si on devait reprendre, je ne sais pas, une décennie de remonter les taux, etc., c'est là aussi où on aurait un changement de paradigme et value deviendrait quelque chose qui regagnerait du momentum sur du plus long terme, comme ça a été le cas bien avant, au début du siècle.
Mais globalement, voilà, et puis pendant les périodes de stagflation, bien entendu. Mais voilà un petit peu la réflexion que je me suis faite et la réflexion que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas juger sur la performance, justement, la supériorité d'une stratégie où on achète des valeurs de croissance par rapport à la stratégie d'acheter des valeurs de value. Parce que ça rime à rien, en fait, les objectifs sont complètement différents. Et d'un côté, on voit bien l'investisseur value qui, lui, va se bloquer et va vendre à un moment donné, pas parce que l'action baisse, etc., mais parce qu'il a atteint son objectif. Et d'un autre côté, le valeur de croissance qui, lui, conserve tant que c'est en croissance. Et donc là, on revient également dans ce dont on parle très souvent en trading, c'est de ne pas couper les ailes à ces trades. Et donc on voit quelque part l'approche value qui coupe les ailes au trade et l'approche croissance qui plutôt est en mode suivi de tendance. Donc ça voilà, c'est pour pousser aussi à la réflexion, pas pour dire que la croissance est meilleure que la value, non. Je pense que de toute manière c'est toujours la même chose. Il faut faire un mix des deux et il y aura des périodes où justement il y a de la surperformance à faire sur de la value et des périodes où il y a de la surperformance à faire sur la croissance, etc. C'est juste que dans le monde dans lequel on sort d'un momentum où il y a eu énormément de croissance sur les valeurs de croissance, justement, et donc ça a biaisé un petit peu tout le monde de croire que c'est la seule voie. De la même manière que dès que vous avez un marché immobilier qui monte depuis 20 ans en ligne droite, eh ben, tout le monde va penser que c'est sans risque. Donc c'est de ça dont il faut faire attention, c'est les biais psychologiques, c'est les biais cognitifs dans lesquels on s'enferme justement en pensant que ce qui s'est passé dans le passé justement va continuer à se reproduire dans le futur. Et concrètement, la roue tourne lentement, mais elle tourne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien d'autre. Et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.